Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Pauvreté au Maroc, c'est le sujet de questions d'actu ce soir. Le nombre de personnes pauvres a chuté de près de la moitié. Il est passé de 4 millions en 2014 à 2,5 millions en 2024. Si les indicateurs témoignent d'une amélioration significative à l'échelle nationale, de fortes disparités régionales et sociale subsiste. La pauvreté reste largement concentrée en milieu rural où vivent près de 72% des personnes concernées avec un taux plus de 4 fois supérieur à celui des villes. C'est ce que révèle la cartographie actualisée de la pauvreté publiée par le Haut Commissariat au Plan sur la base des recensements de la population de 2014 et 2024. La chute de près de moitié donc, du nombre de personnes pauvres est un signe positif. Quelles sont les politiques publiques ou facteurs socio-économiques qui ont contribué à cette amélioration? On en parle ce soir avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis avec nous également M. Abdellatif Komat. Vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation également. Merci de l'avoir accepté. Alors, je commence avec vous, Monsieur Jedri. Le taux de pauvreté rurale qui a diminué de moitié, ce qui est une très bonne chose, très bonne nouvelle en soi. Mais comment analysez-vous cette dynamique aujourd'hui ? Avant de répondre à cette question, à mon sens, il est nécessaire de rappeler quelques éléments essentiels. Premièrement, on parle d'une comparaison entre une image du Maroc en 2014 et une image du Maroc en 2024 suite au recensement général de la population et de l'habitat. Et le deuxième élément aussi qu'on devrait prendre en considération, qu'aujourd'hui l'OACP, il parle de deux éléments essentiels. Il parle de la pauvreté comme un sens large, mais aussi il parle de la pauvreté multidimensionnelle. Pourquoi ? Parce que le premier concept qui est la pauvreté, il ne faut pas qu'on continue à le mesurer seulement avec des questions numéraires, parce que ça ne donne pas une réponse claire par rapport à la question de la pauvreté ici au Maroc. Parce que, à titre d'exemple, on peut avoir un ménage qui a, soit au monde rural ou bien au monde urbain, et qui a un revenu au-delà de 5 000 dirhams, 6 000 dirhams, 7 000 dirhams, et on peut le considérer comme une classe moyenne, mais qui n'a pas accès à l'électricité, n'a pas accès aux soins de santé, n'a pas accès aussi aux moyens de transport, et on est là dans une logique de reproduction d'un cycle de pauvreté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a changé la donne. Au lieu de parler de la pauvreté, aujourd'hui, on parle de la pauvreté multidimensionnelle. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc a fait un effort considérable ces dernières années, surtout à partir de 2010, l'année dans laquelle les Nations Unies ont procédé, suite à l'étude d'Oxford, de changer la donne de la pauvreté à la pauvreté multidimensionnelle. Aujourd'hui, parce qu'on a un effort considérable en matière de la généralisation de l'éducation. On a aussi le chantier social et aussi l'accès aux soins, parce que jusqu'à quelques années auparavant, on avait seulement 2 CHU, un CHU à Rabat et un CHU à Casa. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'avoir un CHU par région, et aussi par rapport aux conditions de vie des gens, que ce soit pour l'accès à l'électricité, l'accès au logement, l'accès aussi au transport, et pas mal d'éléments essentiels. C'est pour tout cela qu'aujourd'hui, qu'on parle qu'il y a une chute de la pauvreté, mais on parle surtout de la pauvreté multidimensionnelle et non pas de la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, on passe d'une étape dans laquelle le Maroc avait une période de la vie des pauvres. Aujourd'hui, il y a des personnes plutôt précaires que ce sont des personnes en pauvreté. En tout cas, une situation aujourd'hui qui s'améliore. En tout cas, ce sont les chiffres qui parlent, puisque c'est mesurable. On parle donc d'un taux de pauvreté qui reste tout de même important au niveau rural. Qu'en pensez-vous, Monsieur Komat? Comment expliquer cette dynamique, et aussi quelles politiques spécifiques devraient être mises en place pour réduire ce fossé entre urbain et rural? Effectivement, en fait, la pauvreté a diminué, et comme l'a dit M. Jedri, c'est dans sa dimension multidimensionnelle.
qui intègre bien sûr des pans très importants de la vie du citoyen, à savoir l'éducation, la santé, le logement et l'accès aux services de base. Et d'une manière générale, en fait, la pauvreté multidimensionnelle a pratiquement, je dirais, été réduite de presque de la moitié entre 2014 et 2024. Alors, ce qui reste comme constat, c'est que tout d'abord, bien sûr, il y a toujours de la pauvreté qu'il va falloir continuer à affronter, mais surtout, comme vous l'avez dit, la dimension rurale. Donc, nous restons sur un taux de pauvreté qui pratiquement à 72% porte sur la population en milieu rural. Et donc, le fait qu'il y ait un rattrapage, qu'il y ait une continuation au niveau de la réduction des déséquilibres sociaux et territoriaux reste et devrait rester une priorité au niveau de notre pays. Alors, quelles sont les explications? Bien sûr, on est parti de loin. Vous vous rappelez lorsque, en fait, l'initiative de développement humain a été lancée en 2005, il y avait une politique de ciblage, de zonage, et qui a touché un certain nombre de provinces qui étaient les moins développées sur le plan social. Alors, cela nous a permis d'avancer, parce qu'il faut dire que même si au niveau rural, les taux restent élevés, mais ils ont quand même été réduits. Et donc, il va falloir qu'on continue l'effort pour donner plus de moyens, plus d'accessibilité, notamment aux services sociaux, au milieu rural. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais, il y a toute une politique, notamment liée au développement du secteur agricole, liée à la territorialisation en termes d'attrait d'investissement. Vous savez que, par exemple, au niveau de la charte d'investissement, il y a des avantages qui sont plus consentis à des régions qui sont moins lotis en termes d'investissement, en termes de projets sociaux. Et donc, le milieu rural devrait continuer à doter d'une attention particulière pour continuer d'une manière générale à réduire la pauvreté, mais d'une manière particulière à réduire ce gap entre le milieu urbain et le milieu rural. Réduire donc ce gap entre le milieu urbain et rural, c'est le challenge, ce milieu rural où le taux de pauvreté est 4 fois, je le disais en préambule, supérieur à celui des villes, 72 personnes concernées, Monsieur Jdri. Une amélioration certes notable, chiffrée, mais toujours est-il, quels secteurs économiques ont pu contribuer à cette amélioration? Est-ce qu'il faut aujourd'hui investir davantage dans ces secteurs pour des résultats qui soient encore plus positifs et performants? Tout à fait, tout à fait. Pour répondre à cette question, il est essentiel de prendre quelques éléments essentiels. Premièrement, pourquoi il y a ce gap entre l'urbain et le rural? Parce que, au moins dans le milieu urbain, on maîtrise les conditions. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du commerce, lorsqu'on parle des services, lorsqu'on parle de l'industrie, lorsqu'on parle du tourisme, on maîtrise les conditions pour améliorer ce secteur-là. Et on voit qu'on est parti de loin et qu'on est entre 2014 et 2024, il y a un changement radical. Aujourd'hui, on est, par exemple, au secteur automobile, on produit presque 700 000 automobiles. Par rapport aux services, par rapport au tourisme, l'année dernière, on a atteint l'objectif fixé en 2026, déjà en 2024. Par rapport au commerce, par rapport à l'agroalimentaire, pas mal de secteurs. Par contre, dans le secteur ou bien dans le monde rural, on ne maîtrise pas les conditions. Et surtout, la question de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a assez de pauvreté dans le monde rural et non pas dans le monde urbain? Parce que c'est vrai que le gouvernement a fait des efforts considérables par rapport aux infrastructures, par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport aux routes, mais on ne maîtrise pas encore l'élément essentiel, la question de l'eau. Et on a vu que ces dernières années, à travers une vague de sécheresse qui a bouleversé l'économie marocaine, on n'arrive même pas à atteindre 3 ou 4% de croissance parce qu'il y a un grand problème dans le monde rural. Donc, justement, qu'en est-il de la qualité de l'emploi qui est créé dans le monde rural? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est aussi un élément qui est essentiel parce que c'est vrai, déjà, on ne crée pas assez de postes d'emploi parce qu'aujourd'hui, s'il y a un chômage ici au Maroc, il est impacté par la perte de postes d'emploi dans le monde rural. Et
et aussi les postes qu'on crée dans le monde rural, ce sont des postes en précarité. Ce n'est pas des postes stables avec des CDI, avec une couverture sociale, avec quelques éléments essentiels. Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est de réduire ce gap entre le milieu urbain et le milieu rural à travers la question de l'eau et la question de l'énergie. Et le deuxième élément, c'est à travers les questions de ciblage. Parce qu'on avait entre 2014 et en 2024, lorsqu'on a fait la comparaison à travers le travail fait par les NDH, on a vu que sur les 700 communes qui ont été touchées par les NDH, le taux de pauvreté a diminué de 12%, alors que dans les communes qui n'ont été pas touchées par les NDH, on chute seulement de 8%. Donc on voit que lorsqu'il y a une politique publique qui touche vraiment avec un vrai ciblage, on arrive à régler la problématique. Mais moi, je pense que d'ici 2026, d'ici 2027, à travers l'achèvement de chantier social, de la couverture sociale, quel que soit pour l'accès à l'assurance maladie obligatoire, les allocations familiales, l'indemnité pour la perte d'emploi, et aussi par rapport aux pensions de chômage, aussi lorsqu'on aura des CHU dans toutes les régions, inclut la région de Gulmim, la région de Rachidia, la région de l'Ayoun, la région aussi de Blimil al-Khonefra, on aura presque toutes les mêmes conditions de vie par rapport au monde rural. Et dans ce cas-là, moi, je suis persuadé que d'ici le prochain recensement, le taux de pauvreté, surtout la pauvreté multidimensionnelle, va encore chuter au Maroc, et surtout qu'on organise pas mal d'événements, que ce soit la Cannes en 2025 ou bien la Coupe du Monde en 2030. Monsieur Komat, une réduction de la pauvreté multidimensionnelle, mais est-ce qu'elle s'accompagne de la réduction des inégalités ? Alors, bien sûr, s'il y a une réduction de la pauvreté multidimensionnelle, ça veut dire que le niveau de vie, le niveau d'accès, notamment aux services de base, et là j'évoque bien sûr la santé, l'éducation, le logement, etc., ça permet effectivement à la catégorie qui est en fait située au bas de l'échelle en termes d'accès à tous les moyens de vie, d'élever son rang et donc de réduire les déséquilibres et les inégalités avec la classe, je dirais, supérieure. Donc, ça va de soi, il y a une corrélation, je dirais, entre la réduction de la pauvreté d'une manière générale et la réduction des déséquilibres sociaux et des inégalités. Donc ça, ce sont des vérités qui sont avérées scientifiquement. Alors, bien évidemment, la question d'une manière globale, c'est vrai qu'il avance d'une manière positive, parce qu'il faut le rappeler, le taux de pauvreté, il est passé de multidimensionnel de 11,9 à 6,8, ça veut dire presque, il a été réduit de moitié, mais en fait, comme on l'a dit, c'est au niveau du gap urbain-rural, parce qu'au niveau du rural, c'est 13%, au niveau de l'urbain, c'est 3%, là également, c'est 4 fois plus, et donc c'est à ce niveau-là que les déséquilibres, les inégalités restent de mise à l'intérieur, bien sûr, des régions, mais interrégions. Et c'est pour cela que le fait qu'il y ait un développement tout azimut d'une manière équilibrée sur un plan régional et sur un plan social, c'est le salut pour aller vers plus d'égalité. Et c'est un peu les politiques qui sont en train aujourd'hui d'être prônées à travers l'investissement, notamment la charte d'investissement, qui peut accorder jusqu'à 30% d'avantages à des entreprises qui investissent dans des régions les moins dotées en infrastructure et en moyens de production. Donc cela est en mesure de renforcer l'investissement. On sait qu'il y a un lien très très fort entre l'investissement et la réduction de la pauvreté. Parce que l'investissement crée de l'emploi, et l'emploi, c'est le moyen, je dirais, le plus probant pour réduire la pauvreté. Donc ça, c'est une voie que nous sommes en train de prendre. Deuxième volet, ce sont les mesures d'ordre social. On a fêté il y a quelques jours le 20e anniversaire de l'initiative de développement humain, l'INDH, et justement l'INDH a contribué à travers tous les plans qu'il a et les programmes qu'il a menés sur le plan éducation, santé, etc., à doter justement la catégorie, entre guillemets, la plus pauvre de moyens de santé, d'éducation et donc de réduire les inégalités. À travers également
la politique de la couverture sociale, et puis la politique de soutien au logement, la politique de la couverture médicale, et puis les revenus sociaux. Alors, toutes ces politiques-là que nous avons menées il y a en fait 3-4 années, qui ont été entamées sous les orientations de Sa Majesté, ils sont en train de donner des résultats. Le résultat, il est à moyen et à long terme. Donc, ce genre de projet, ce sont des projets pour lesquels on ne peut pas récolter les fruits une année ou 2 ans, c'est de longue haleine. Mais on a commencé à relever une amélioration à travers ces améliorations des indices. La population qui est passée de 4 millions qui souffrait de la pauvreté multidimensionnelle à 2,5 millions. On a également constaté au niveau du rapport de l'indice de développement humain que pour la première fois, le Maroc a été hissé au rang, je dirais, à indice de développement humain élevé. Et là, c'est la première fois dans l'histoire du Maroc. Et donc, pour dire que nous avons commencé à récolter les résultats de cette politique sociale qui a été dès le départ, en fait, je dirais, orientée et placée comme priorité stratégique par Sa Majesté et qui a toujours considéré qu'un développement global, il faut qu'il aille tout azimut entre l'économique et le social. Il faut que toute la population profite du développement économique et ça passe par les projets sociaux. Et donc, pour dire les inégalités existent encore, mais on est dans la voie de les réduire. On est sur la bonne voie, vous l'avez dit, des politiques publiques qui existent aussi aujourd'hui, un réel effort étatique qui est déployé et qui commence à porter ses fruits, même si ce sont des stratégies à long terme. Donc ça va venir encore dans le temps. Les investissements qui, plus ils sont importants, plus on observe une réduction justement de la pauvreté. Monsieur Jedri, justement dans ce contexte, dans quelle mesure cette baisse de la pauvreté reflète aujourd'hui cette mutation, on va dire, qu'est en train de vivre aujourd'hui l'économie nationale, cette mutation structurelle de l'économie nationale pour passer ou pour devenir très prochainement un pays émergent? Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est parmi les rares fois dans l'histoire du Maroc moderne qu'on a un programme de développement assez clair. Aujourd'hui, on sait très bien, là on commence et là on va finir en 2035. Aujourd'hui, on a un objectif qui est essentiel, c'est de passer de 130 milliards de dollars comme un PIB pour le Maroc en 2021 à 260 milliards de dollars en 2035. Donc, on ne peut pas y arriver, soit sans un taux de croissance à la hauteur de 5-6-7%. 5-6-7%, il faut que toutes les régions du Maroc contribuent. On ne peut pas seulement rester axé sur l'axe Tanger-El Jadida. Donc aujourd'hui, pour y aller vers l'avant, il faut que d'autres régions contribuent à la richesse des Marocains de manière générale, comme la région de Goulmi-Mouadnoun, la région de Dalat Sefilet, les régions des provinces du Sud, la région orientale, par exemple. Et pour cela, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a au moins 2 opportunités qu'on devrait prendre en considération. La première opportunité, c'est la question du programme d'aide sociale. Aujourd'hui, le programme d'aide sociale, il doit être axé, parce que ce n'est pas une fin en soi, il doit être axé pour faire sortir les gens de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on doit le lier à la scolarisation, que ce soit pour les enfants ou bien pour les adultes. On devrait aussi le lier à la question de la mobilité des gens, parce que pour une personne de Taroudant ou de Tiznit, pour bouger à Marrakech ou à Agadir pour travailler, il faut avoir une subvention derrière. Donc ce programme d'aide sociale, elle est là, et aussi pour améliorer les conditions de santé. Parce qu'on ne peut pas contribuer à la richesse si on n'a pas la mobilité, si on n'a pas une bonne scolarisation et si on n'est pas en bonne santé. En termes de priorités d'action, donc aujourd'hui, quelles sont les priorités? Donc c'est ça la priorité, c'est l'éducation, c'est la santé, mais aussi les investissements. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille, et c'est pour ça que la charte d'investissement, elle est là pour encourager des investisseurs, quels que soient des investisseurs marocains ou bien étrangers, d'aller au-delà de l'axe Tanger-El Jadida. Parce qu'aujourd'hui, on a des subventions territoriales, mais aussi on a des subventions sectorielles. Mais on aimerait bien qu'un investisseur, quel que soit marocain ou étranger, il va y aller au-delà de Marrakech, il va y aller à Tiznit, il va y aller à Rachidia, il va y aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a par exemple la voie express entre Tiznit
et Dakhla pour encourager les investisseurs à aller investir dans les provinces du Sud. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a un futur port atlantique à Dakhla pour aussi encourager les gens d'aller investir dans le Sud. Et aussi, il y a le grand chantier des énergies renouvelables, parce qu'on sait très bien que l'avenir, c'est pour une industrie sans carbone. C'est pour cela que le Maroc travaille. Donc, si on arrive à régler la question de l'éducation, la question de la santé, la question de l'investissement avec les énergies renouvelables, moi, je pense que d'ici 2030, on peut... L'eau, la question, bien sûr, la question de l'eau et de l'énergie de manière générale, on peut y aller vers un taux de croissance de 5, 6, 7%, parce qu'aujourd'hui, 2 ou 3%, ce n'est pas suffisant pour le Maroc et pour les Marocains. Ce n'est pas suffisant par rapport aux ambitions du royaume. Monsieur Komat, quelle est justement l'influence des dynamiques démographiques sur l'évolution de la pauvreté? Il faut dire que le Maroc dispose d'une jeunesse, une présence de la jeunesse assez importante, ce capital humain qui fait la richesse du Maroc et en lequel il faut aujourd'hui investir davantage également. Effectivement, l'avantage du Maroc, c'est vrai, il est dans un tournant. Il est dans un tournant sur le plan démographique. C'est vrai que nous avons pour le moment un potentiel en jeunesse qui se prépare justement pour prendre le relais en matière de cette dynamique socio-économique que connaît notre pays. Mais bien évidemment, cette jeunesse, il faut l'accompagner, il faut la former. Aujourd'hui, c'est avéré que le capital humain, c'est, je dirais, la richesse des pays d'une manière générale et surtout des pays comme le Maroc, qui, bien sûr, n'est pas doté de ressources naturelles comme certains autres pays qui se basent essentiellement comme source de ressources des pétroles, gaz, etc. Nous avons surtout le know-how de la population marocaine, le savoir-faire. Le capital humain est une richesse et ce capital humain, il est essentiellement constitué de la jeunesse. Et donc, bien sûr, il faut l'accompagner, il faut bien former. C'est pour ça que l'éducation reste, il a toujours été, mais il doit encore s'avérer comme une priorité stratégique pour notre pays à tous les niveaux, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'enseignement supérieur. Il faut amener les jeunes à être entreprenants, à prendre l'initiative, à être créateurs de richesses, à être créateurs d'emplois. Et là, en évoquant tout à l'heure le volet, la dimension rurale, ce que je voudrais souligner, insister sur le fait qu'il ne faut pas qu'on lie le rural à l'agriculture. Et peut-être c'est ce qui a pénalisé le milieu rural pendant des années, c'est que l'activité économique se basait essentiellement sur l'agriculture. Et on sait que l'agriculture, il y a des aléas qui des années sont favorables, d'autres années ne le sont pas. Ils sont dans un cycle de sécheresse. Et ce qui a impacté, notamment en perte d'emplois. Vous savez que l'année d'avant, on a perdu 280 000 emplois en milieu rural à cause de la sécheresse. Et cela a un impact sur la pauvreté, il a un impact sur l'accès aux services de base. Et c'est pour cela que l'ouverture du milieu rural à d'autres activités qui pourraient se développer, on pense au tourisme par exemple. Le tourisme rural est un pan très développé dans certains pays. On peut parler à l'artisanat, on peut évoquer l'artisanat, on peut parler de la valorisation des produits de terroir, on peut parler de certaines industries, notamment liées à l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'activités qui pourraient stabiliser la population en milieu rural, qui peut lui donner un champ d'épanouissement et d'amélioration des conditions de vie. Et je crois là également, il y a des orientations, notamment en termes d'appropriation des terres, etc. Et puis, Sa Majesté avait appelé au développement de la classe moyenne, surtout au milieu rural. Et le développement de cette classe moyenne au milieu rural passe justement par une dynamique économique liée à une diversification des activités au lieu de se baser essentiellement sur l'agriculture. Mais tout cela, bien évidemment, passe par la jeunesse. Et ça, c'est un avantage de notre pays, c'est que nous avons un pan aujourd'hui qui est plein de compétences dynamiques et cela s'avère aussi bien au niveau national qu'international. La jeunesse marocaine est très prônée, elle est dans les grandes écoles, elle est prête à revenir dans son pays pour investir. Je crois que sur ce plan-là, il y a énormément de choses à faire pour l'avenir. Monsieur Jdri, pour conclure justement et pour rebondir sur les propos de Monsieur Komat également, quels sont les défis aujourd'hui pour cette transformation du milieu rural et des activités exercées dans ce milieu rural?
Moi, je pense que je rejoins l'idée de M. Koumet par rapport au monde rural. Aujourd'hui, on a pas mal d'opportunités qu'on devrait les saisir dans les années à venir. Surtout tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, tout ce qui concerne l'artisanat, tout ce qui concerne aussi par rapport au tourisme durable ou bien le tourisme solidaire. Et bien évidemment, si on arrive à régler aussi la question de l'eau et la question de l'énergie, on peut aussi régler pas mal de problèmes. Mais aussi, il y a aussi la question des connexions. Aussi, il faut qu'on travaille aussi par rapport aux infrastructures, par rapport à la liaison, que ce soit routière, par rapport aux grandes et moyennes villes, pour qu'il n'y aura pas ce gap qui est là aujourd'hui entre une grande ville comme Casablanca par exemple et un petit patelin dans le Haouz à titre d'exemple. Investissement, mobilité, investir également dans l'éducation, la santé, les grands éléments qui vont permettre aujourd'hui au Maroc d'avancer davantage et de réduire davantage la pauvreté. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jidri, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes économiste, c'était un plaisir. Toujours un plaisir. Merci à vous également, Monsieur Abdellatif Koumet. Vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous, Mariam, et à la prochaine. À la prochaine. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.